Rebonsoir à tous, ravi de vous recevoir dans ce beau salon de l'Hôtel de Ville où nous avons la chance d'avoir deux conférencières passionnantes. Et si déjà vous avez eu l'occasion de visiter la belle exposition qui se situe à la Porte des Allemands, qui a été inaugurée vendredi et qui sera là jusqu'au 18 mai, elle fera suite bien évidemment à tout ce qui va vous être dit ce soir. Nous sommes ici face à des personnes qui se sont intéressées au livre. Et vraiment, aujourd'hui, le livre dans notre société prend une place de plus en plus importante. En effet, le livre, à la fois contenu et contenant, objet et véhicule de langage et de pensée, a été au centre de l'attention et de l'intérêt des hommes et des femmes de culture et des collectionneurs depuis son essor, que l'on peut faire partir à peu près au XVIe siècle. Au XIXe siècle, toute une société de fins connaisseurs éclot à une époque où vente et achat se multiplient. Metz, bien sûr, n'échappera pas. Oui, monsieur? Vous avez levé la main? Metz n'échappera pas à cet engouement, car c'est à travers, justement, la figure du baron Numa de Salis qu'il trouve sa manifestation la plus accomplie. Pour évoquer ce grand bibliophile et bienfaiteur de la ville de Metz, nous accueillons donc ce soir mesdames Fabienne Henriot, madame, à l'extrême gauche, et Marine Lebaille. Alors pour vous les présenter rapidement, ce sont des dames qui ont fait des grandes études à ce sujet. Fabienne Henriot est co-commissaire de l'exposition L'extraordinaire collection du baron de Salis. Historienne de formation, elle est maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, où elle est responsable du Master 2, politique des bibliothèques et de la documentation. Alors, ses recherches ont porté plus particulièrement sur le patrimoine écrit du XVIIe au XXe siècle, qu'il s'agisse des bibliothèques ou de leurs collections. Elle s'est penchée avec passion sur le legs du baron de Salis, dont elle a analysé les multiples ressorts. Donc elle anime ce soir cette belle conférence, dont le titre c'est « Le collectionnisme au XIXe siècle à travers l'exemple du baron de Salis », avec madame Martine Lebaille, maître de conférence qui nous vient de Toulouse, elle est de l'université de Toulouse, l'université qui s'appelle Jean Jaurès, au sein du département des lettres modernes, cinéma et occitan. Marine Lebaille est responsable de la section de littérature française et cinéma et collabore régulièrement à la revue Littérature. Elle enseigne la littérature française et l'histoire du livre et de l'édition. Elle est notamment l'auteur de L'amour des livres, la plume à la main, écrivain bibliophile du XIXe siècle, et c'est paru à la collection Interférence en 2021. Donc je vais vous laisser face à deux personnes qui sont véritablement passionnées à la fois du livre, des bibliothèques, mais surtout à notre Messin, qui, vous le savez, nous avons une rue, qui s'appelle la rue de Salis, et je pense que beaucoup de personnes d'entre nous ne connaissent pas, j'allais dire, l'intégralité de ce personnage qui est resté dans l'histoire et que vous faites ce soir, heureusement, revivre. Donc je vous souhaite une excellente conférence et je suis sûre que vous allez être passionnés, parce qu'elles sont toutes les deux passionnantes, et que vous n'omettrez pas, d'ici le mois de mai, de faire un tour, parce que de visu, ça sera quand même plus agréable pour vous, d'aller à la Porte des Allemands qui vous accueillera jusqu'au 21 mai. Bonne soirée, bonne conférence à tous. Bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup à Fabienne Henriot de m'avoir proposé, à la ville de Metz, à la bibliothèque, de m'avoir invitée pour cette conférence et pour vous parler ce soir du baron de Salis. Alors dans un premier temps, justement pour mieux faire ressortir la manière dont il est emblématique de certaines pratiques de collection qui s'imposent au XIXe siècle, tout en possédant une forme de singularité dont Fabienne vous parlera dans un instant.
on voudrait commencer par vous brosser un petit panorama des mutations que connaît la bibliophilie au début, tout au long du XIXe siècle. Et donc je commencerai par citer cette petite phrase de Paul Lacroix, qui est plus connu sous le nom du bibliophile Jacob, qui était conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, et qui écrit en 1880 « Les vieux livres que le vulgaire traite dédaigneusement de bouquins font vivre à Paris plusieurs espèces de bipèdes dignes d'être observés et décrits dans leurs mœurs curieuses. » Alors les bipèdes en question, qui prospèrent ailleurs qu'à Paris, n'en déplaise au bibliophile Jacob, ce sont évidemment les bibliophiles, littéralement ceux qui aiment les livres, qui les traquent, qui les classent, qui les collectionnent, qui les inventorient. Donc dans ce petit opuscule, les amateurs de vieux livres, qui s'inscrit dans toute une tradition au XIXe siècle de pochades littéraires plus ou moins ludiques autour de l'amour des livres. Vous en avez deux exemples de couverture ici. Paul Lacroix rend compte de la fortune d'un type socioculturel qui s'impose au cours du XIXe siècle, et il traduit la fortune de ce type. Il montre l'importance nouvelle prise par la bibliophilie, à la fois sur le plan des représentations collectives, mais aussi dans les pratiques de régulation, de promotion, de conservation de certaines catégories de livres, de documents, en complémentarité et parfois aussi en concurrence avec les institutions publiques. Alors, la collection de livres particulièrement rares ou précieux, elle n'a évidemment en elle-même rien de nouveau. Voilà, alors quelques vues de cabinets d'amateurs ou de paysages, des boîtes de bouquinistes sur les quais de Seine. Donc la pratique de la bibliophilie en tant que telle, elle n'a évidemment rien de nouveau. Pour citer quelques noms extrêmement connus qui permettent de remonter jusqu'au Moyen-Âge, les noms de Charles V, le roi bibliophile par excellence, les noms de Jean Grolier, du cardinal Mazarin pour le XVIIe siècle, du duc de la Vallière pour le XVIIIe siècle. Tout cela nous montre évidemment que la pratique de la collection de livres rares ou précieux, elle s'inscrit dans une certaine tradition qui est celle d'une pratique du mécénat et du loisir studieux, de l'otium studiosum, cher aux classes supérieures. Mais le XIXe siècle marque un tournant, malgré tout, aussi bien dans les pratiques que dans les représentations associées à l'amour des livres et à leur collection. Sur le plan des représentations, il faut signaler qu'on commence au XIXe siècle à prendre beaucoup plus au sérieux une figure qui, jusque-là, faisait l'objet d'une tradition de dénigrement assez persistante, dans une tradition moraliste notamment, qui associait la collection de livres au mieux à une forme d'accaparement égoïste, c'est-à-dire que celui qui collectionne les livres et qui n'en fait pas profiter la communauté, c'est quelqu'un qui accapare le savoir, quelque part. Au pire, la bibliophilie pouvait être associée à une forme d'ignorance, avec cette idée que le bibliophile, c'est celui qui entasse les livres, mais qui ne les lit pas. Qui s'intéresse au contenant plutôt qu'au contenu. Et j'ai vu que dans l'exposition consacrée au baron de Salis, il y a un très bel exemplaire de la Nef des Fous de Sébastien Brandt qui s'ouvre justement sur la figure du bibliophile, c'est-à-dire de celui qui amasse les livres et qui passe son temps à les épousseter, à les scruter, mais qui en fait ne les comprend pas. Alors, à partir du XIXe siècle, de plus en plus nettement, la bibliophilie, au contraire, apparaît comme un facteur de distinction sociale, notamment dans les rangs de la bourgeoisie, qui
cherche à mimer quelque part les modes de vie aristocratiques et donc qui, de plus en plus nettement, s'adonne à la collection. Et sur le plan des pratiques, le XIXe siècle constitue un moment d'intense structuration du champ bibliophilique. C'est un moment où se mettent en place quantité de réseaux d'ordre à la fois institutionnel, donc avec des bibliothèques, des académies, des sociétés savantes, des sociétés de bibliophiles, et également des réseaux socio-professionnels mettant en relation des libraires spécialisés, des collectionneurs privés, des bibliothécaires, des représentants des institutions publiques, avec des figures qui parfois cumulent plusieurs de ces prérogatives, des bibliothécaires notamment, on pense à Charles Nodier ou à Paul Lacroix, qui étaient tous les deux conservateurs à la bibliothèque de l'Arsenal. Donc peut-être que me semble-t-il, une des nouveautés principales de la bibliophilie au XIXe siècle, c'est l'instauration d'un sentiment de communauté, d'une communauté fédérée alors par des rituels, par des codes, des conventions partagées, avec ces grands-messes incontournables. Ça, ce sont les ventes aux enchères dont Pierre Doze disait que c'était des espèces de moments de société d'envie mutuelle où chacun, évidemment, est jaloux de son voisin et essaye de faire mieux que lui. C'est aussi le moment où les bibliophiles se retrouvent dans des lieux de rendez-vous un peu incontournables, des librairies, la librairie de Teschner par exemple, des bibliothèques, la bibliothèque de l'Arsenal avec son cénacle bibliophilique, ces espaces de trac. On a parlé tout à l'heure, je vous ai montré une image des boîtes des bouquinistes le long des quais de Seine. Donc voilà, tout un imaginaire en fait se met en place. C'est aussi le moment où ces amateurs de livres apprennent à se réunir, à collaborer autour d'organes d'information bibliographique, des bulletins de diffusion, le bulletin du bibliophile, puis du bibliophile et du bibliothécaire étant le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres, avec ses guides, ses manuels de référence, et puis ses sociétés. C'est le moment vraiment où les bibliophiles se regroupent en société. Le XIXe siècle est un des grands siècles d'essor des sociétés savantes, et que ce soit à Paris ou en région, on pense à la Société des bibliophiles lyonnais, à la Société des bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne, par exemple, à Nantes. Voilà, c'est vraiment un moment où tous ces amateurs se structurent collectivement. Alors évidemment, toutes ces grandes tendances, elles ne doivent pas faire oublier que quand on parle de bibliophilie au XIXe siècle, c'est nécessairement au pluriel. Pourquoi ? Parce que c'est une pratique qui recouvre des situations financières, sociales, économiques extrêmement disparates. C'est aussi une pratique qui peut recouvrir une multitude d'objets différents. Et c'est une pratique qui varie avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a toute une historicisation des pratiques bibliophiliques à faire tout au long du siècle. On ne collectionne pas tout à fait de la même manière dans les années 1820, 1830, 1860, etc. Et c'est aussi un phénomène qui est toujours tiraillé, je dirais, entre une forme de persistance d'une certaine tradition nobiliaire de la collection de livres, qui reste vivace, et une relative démocratisation qui fait évoluer, qui fait varier un petit peu les pratiques en la matière. Donc, pour dire un mot peut-être très rapidement
justement des conditions qui ont permis l'éclosion de ces nouvelles formes de bibliophilie. Au début du XIXe siècle, l'état du marché du livre rare ou ancien, il est évidemment tributaire à bien des égards des bouleversements sociaux, politiques de la Révolution française et des saisies révolutionnaires qui en ont découlé. Donc, en dépit du rêve révolutionnaire du livre pour tous et de la naissance difficile des premières bibliothèques publiques, l'établissement des premiers dépôts littéraires dès 1789, dans des conditions parfois très précaires, tout cela s'est en premier lieu traduit par une espèce de désorganisation généralisée. Et rétrospectivement, les bibliophiles des années 1850-1860 diront « Oh là là, c'était le bon temps ». On pouvait récupérer des incunables, des manuscrits, des éditions Princeps, comme ça quasiment offertes à tout venant, pour peu qu'on sache les reconnaître, ce qui évidemment n'allait pas toujours de soi. Donc c'est évidemment difficile d'établir des généralités, mais pour essayer de marquer peut-être une des principales tendances de la collection de livres au cours de la période, les bibliothèques de collection particulières ont tendance à connaître une double évolution, à la fois du point de vue de leur contenu et de leur mode de classement, les deux étant évidemment indissociables. Alors, dans un premier temps, la collection de livres reste assez tributaire, je dirais, d'une conception un peu encyclopédique des bibliothèques, avec 5 grandes classes, 5 grandes catégories de savoir, la théologie, la jurisprudence, l'histoire, les belles lettres, les sciences et les arts. Mais un des phénomènes peut-être les plus marquants de cette période, c'est la montée en puissance d'un modèle concurrent qui n'efface pas ce modèle, mais qui cohabite avec lui, qui est celui de la bibliothèque spécialisée. C'est-à-dire des collections qui se concentrent sur un objet, un thème, un domaine précis, avec des critères de sélection qui peuvent être extrêmement variables. Ça peut être d'ordre territorial, évidemment, toute l'articulation entre collection et patrimoine régional, on en parlera évidemment tout à l'heure. Ça peut être historique, on va collectionner les livres à figure du XVIIIe siècle ou les incunables. Ça peut être générique, tel type de roman, tel type de poésie, et tous ces différents critères ne sont pas exclusifs les uns des autres, ils peuvent se cumuler, et à l'intérieur d'une même bibliothèque, vous pouvez faire cohabiter modèle encyclopédique et modèle spécialisé. Alors, pourquoi cette évolution ? Alors, plusieurs observateurs de la période diraient que, justement, quand on n'a pas forcément énormément de moyens, quand on n'a pas beaucoup de place, parce que à l'époque, comme aujourd'hui, on n'a jamais assez de place pour ranger tous ces livres, la bibliothèque spécialisée a le mérite d'être plus circonscrite, de permettre d'espérer atteindre, sinon à une exhaustivité complète, en tout cas à une forme de complétude. Et donc, elle séduit particulièrement des collectionneurs qui n'ont pas forcément des moyens illimités et qui trouvent dans cette spécialisation un moyen d'assouvir leur passion à moindre frais, disons. Et donc, à partir de ce moment-là, plusieurs collectionneurs vont revendiquer, avec plus ou moins de mauvaise foi parfois, une position de précurseur ou de découvreur en disant voilà, c'est moi qui ai commencé à collectionner en premier lieu tel ou tel type de livre, et donc c'est moi qui ai contribué à faire émerger un nouveau champ du savoir. Alors, par exemple, Charles Nodier, dont j'ai parlé tout à l'heure, a joué un grand rôle dans
on va dire, la prise en considération de ce que lui appelait les poésies ou les chansons en patois, en langue régionale, et qui tenait une place extrêmement importante dans sa collection. Paul Lacroix, dit le bibliophile Jacob, lui, il revendique le fait d'avoir considérablement contribué à l'histoire du Moyen-Âge à travers sa collection de chartes et de manuscrits de l'époque. Pour prendre un autre exemple, un autre bibliophile de la période, qui n'était pas non plus extrêmement riche, Charles Asselineau se prévaut d'avoir été le premier à collectionner les éditions romantiques. Et là où ça devient intéressant, c'est que on voit que plus on avance dans le siècle, et plus il devient légitime de collectionner des ouvrages qui sont quasiment contemporains. C'est-à-dire qu'on ne collectionne pas, ou plus nécessairement seulement des livres anciens, mais il y a aussi cette idée que le bibliophile, c'est celui qui constitue un patrimoine à venir, qu'il va falloir conserver pour les siècles à venir. Donc, au-delà des genres et des sujets collectionnés, les bibliophiles, les bibliothèques de collection de l'époque peuvent parcourir une gamme extrêmement large en termes de préciosité, de rareté, de valeur financière, à côté des incunables, donc des tout premiers imprimés, des manuscrits qui sont nécessairement fort rares, des tirages sur gants de papier et des reliures somptueuses. On assiste au développement de plusieurs, on va dire, sous-marchés, à la fois complémentaires et réels. La collection d'autographes, qui se développe considérablement au fil de la période. La collection d'éphéméras aussi, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas nécessairement des livres à proprement parler, qui sont, on va dire, des imprimés éphémères, d'où leur nom, des non-livres, mais on commence à percevoir la valeur documentaire potentielle de ce type d'imprimés, d'autant plus que, comme justement ils sont considérés comme peu précieux, des affiches, des prospectus, ils sont rarement conservés. Et donc c'est aussi dans la deuxième moitié du XIXe siècle que, par exemple, certains collectionneurs vont commencer à réunir des collections de presse. Voilà. Alors même que les journaux étaient perçus, bien sûr, comme ayant très peu de valeur, au sens de valeur financière. Mais il y a cette conscience qu'il y a là tout un patrimoine en devenir et qu'il faut le conserver. Alors, pour mieux cerner un peu la place du baron de Salis dans cette constellation esquissée à grands traits, peut-être quelques éléments nécessairement un peu trop généraux sur les profils de ces amateurs de livres. Qui sont les bibliophiles du XIXe siècle? D'où viennent-ils? Où vivent-ils? Que font-ils? Alors, pour l'immense majorité d'entre eux, ce sont des hommes. La bibliophilie est un milieu essentiellement masculin, même si il existe une tradition dans l'aristocratie en particulier, de collection chez les femmes, même si la Société des bibliophiles François ouvre ses portes aux femmes dès sa fondation en 1820, mais elle est l'une des très rares à le faire, et un cliché persistant entretenu par les messieurs bibliophiles veut que les femmes soient par principe hostiles à la collection de livres parce que ça dilapide l'argent du ménage, parce que le livre est un rival contre lequel on ne peut lutter. Et donc, à la fin du XIXe siècle, Octave Uzanne, qui était extrêmement misogyne, écrivait que la femme est jalouse du livre par instinct et qu'il vaut encore mieux laisser ses livres à un singe que les laisser regarder par une femme. Bon, il est un peu
pas forcément très représentatif, mais c'est vraiment un lieu commun, un cliché qu'on retrouve un petit peu partout. Alors, principalement masculine, donc, la bibliophilie est aussi assez largement parisienne, hein, on l'a dit, c'est à Paris qu'on trouve le plus de librairies spécialisées, c'est à Paris que se tiennent les grandes ventes aux enchères les plus spectaculaires, mais cette survisibilité de la bibliophilie parisienne ne doit pas faire oublier, et bien sûr c'est un des objets de cette exposition, la vitalité de ces pratiques en région, les liens sont extrêmement étroits entre collection de livres, érudition locale, constitution d'une histoire régionale, et il me semble que l'exemple du baron de Salis le montre de manière particulièrement éclairante. Enfin, qu'en est-il des profils socio-professionnels généralement associés à cette pratique? Alors, bon, et là encore, il est très difficile de généraliser. Les situations concernées sont très diverses, mais en tout cas, il faut souligner que quand j'ai parlé de démocratisation de la bibliophilie au XIXe siècle, j'ai immédiatement ajouté relative. Il faudrait dire très relative, parce que de toute manière, la possession d'une bibliothèque privée, de collection ou pas, demeure malgré tout conditionnée à, on va dire, un niveau de revenu relativement satisfaisant. Évidemment, l'histoire de la bibliophilie au XIXe siècle est indissociable de certains très grands noms de collectionneurs de très haute volée, notamment le duc d'Aumale, qui est un des plus connus, parce qu'on a à l'esprit le cabinet de livres rares du château de Chantilly. Mais il faudrait évoquer aussi les représentants des milieux d'affaires, les grands industriels, les banquiers, les hauts gradés militaires, les diplomates, comme Nicolas Yéméniz, comme le baron de Salis lui-même, et comme le baron Pichon, sur lequel je m'arrêterai juste un petit instant, parce qu'il a vraiment marqué de son empreinte la vie bibliophilique des années, on va dire, 1840 à 1860. Jérôme Pichon, donc fils de baron, hein, il est formé à l'école militaire de Saint-Cyr, il entame une carrière dans le droit, puis il devient auditeur au Conseil d'État, consul, et puis dès 1846, il se retire complètement de la vie publique pour se consacrer à sa passion dévorante, qui est la collection de livres, et il est surtout connu pour avoir intégré, puis très rapidement être devenu le président de la Société des bibliophiles François. Il devient président de cette société en 1844, il me semble, et il le restera quasiment jusqu'à sa mort. Hein. Il n'abandonne la direction de la société qu'en 1894, 2 ans avant de mourir. Alors, il a entretenu des relations très étroites avec les collectionneurs de son époque, hein, déjà avec Charles Nodier, avec Paul Lacroix, et il a commencé à collectionner les livres rares et anciens très tôt. Dès la fin des années 1840, il les rassemble dans son hôtel particulier du quai d'Anjou, dans lequel il reçoit la fine fleur des bibliophiles de l'époque. C'est là que la société se réunit. Hein. Et sa bibliothèque est très rapidement célèbre parmi ses contemporains. Alors, par sa taille, elle fait plusieurs milliers de volumes, mais surtout pour le caractère choisi des exemplaires retenus, et en particulier pour sa collection de manuscrits médiévaux, d'incunables et d'imprimés gothiques. Hein, c'est comme ça qu'ils étaient, que ces premiers imprimés étaient répertoriés sur son catalogue. Alors, pourquoi est-ce que c'est une figure qui est extrêmement importante pour notre propos? Parce que il a
donné à la Société des bibliophiles François, il lui a vraiment imprimé sa marque, et il a orienté les travaux de cette société dans le sens d'une entreprise d'ordre historiographique et ou philologique, avec l'ambition, vous avez ici le premier article des statuts de la société, révisé sous sa présidence en 1849, avec cette idée vraiment qu'il faut faire vivre, continuer de faire vivre les origines du génie national français en matière de typographie et d'imprimerie. Et donc, voilà, sous sa présidence, bon, les reproductions ne sont pas excellentes ici, mais il va faire publier l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, dans la première version dite conforme au manuscrit, et puis le Ménagier de Paris en 1846. Donc il y a une espèce de circulation entre sa propre collection, il utilise souvent ses propres livres pour faire réaliser ses éditions, les travaux de la société et l'idée d'une quête quelque part des origines du génie littéraire national. Mais évidemment, ce type de collectionneur, en fait, constitue plutôt l'exception, à la fois par son niveau de ressources financières, par sa visibilité institutionnelle, cette visibilité que lui conférait sa position au sein de la société. Et il faut garder à l'esprit qu'en fait, à côté de ces grands collectionneurs dont on connaît très bien les collections, il existait toute une myriade de collectionneurs beaucoup plus modestes, dont on a gardé nécessairement moins de traces, qui sont moins connus, dont les pratiques sont moins documentées, parce que leurs bibliothèques sont moins précieuses, parce qu'ils étaient moins inscrits dans des réseaux peut-être moins visibles. Et c'est en partie à ce cas de figure que correspond Victor Diancourt. Merci. Un tout petit clin d'œil à ce personnage, Victor Diancourt, qui est presque contemporain de Salis. Il est né en 1825, il meurt en 1910. On a pensé à lui aussi parce que justement il a été mis en lumière dans une exposition qui a été organisée à Reims, à la bibliothèque municipale de Reims, où sa collection a été déposée à son décès. Alors qui est Victor Diancourt ? Le nom ne vous évoque sans doute rien, de même que Salis ne nous évoquait pas forcément grand-chose avant qu'on travaille dessus. C'est un avocat qui a fait toutes ses études à Paris, qui ensuite devient actif dans le commerce des tissus, qui rentre en politique en 1848 en prenant la tête du Parti républicain. Alors c'est un homme qui a beaucoup d'entre-gens, on le voit fonder des journaux, il s'est installé à Reims, il est conseiller municipal, puis adjoint, et enfin maire de Reims, d'abord de 1872 à 1874, puis une seconde fois de 1875 à 1881. Ensuite, on le retrouve député, puis sénateur, donc vous voyez tout le cursus honorum politique. C'est un homme sociable, amateur de mondanité, qui prend très volontiers la parole en public. Il préside l'Académie de Reims, c'est un bibliophile de renom, et donc, effectivement, il offre ses livres à la bibliothèque de sa ville, à son décès en 1910. On n'a pas encore parlé du baron de Salis, mais tout ça nous évoque un petit peu, en partie seulement, mais le baron de Salis, évidemment, notamment à travers le legs à la ville. La petite carrière, la carrière politique de Salis a été beaucoup plus modeste, mais elle est aussi contemporaine. Un autre parallèle insolite entre Diancourt et le baron de Salis, c'est le fait que les 20 000 livres, beaucoup plus que Salis, offerts à la ville de Reims, ont été largement dilapidés dans l'incendie provoqué par le bombardement de 1914, et seulement 4 000 volumes ont été sauvés. Et la collection de Salis, elle a souffert des destructions de 1944. Donc, bon, malheureusement, c'est un parallèle qui s'impose. Par
Par ailleurs, il y a beaucoup de différences avec Salis, et c'est vraiment important de prendre conscience de la diversité du profil de tous ces collectionneurs qui ont certes des points communs, on en trouvera toujours, mais en fin de compte, il n'y a pas vraiment de profil type, ou alors il y en a une multitude, ce qui fait qu'on ne peut pas réduire à un schéma, comme justement toute cette littérature un peu humoristique a pu les critiquer. Sous forme de stéréotypes, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, les collections même de Diancourt n'ont pas grand-chose à voir avec celles de Salis. C'est pas un amateur de manuscrits médiévaux. Et c'est surtout, finalement, les livres contemporains, dans des belles reliures, qu'il commande à des spécialistes. Il fait même illustrer de manière unique ces livres pour avoir des exemplaires qui sont vraiment des œuvres d'art. Ce qu'on ne va pas du tout trouver chez le baron de Salis. Et puis, dernier petit portrait, venant de Toulouse, je ne pouvais pas faire autrement que de caser un bibliophile toulousain quand même, dont le nom ne vous dira rien non plus, hein. Il s'appelle Fernand Piveteau, mais il est extrêmement intéressant justement parce que c'est quelqu'un qui est passé complètement sous les radars, quelqu'un qui pratiquait une bibliophilie très modeste, très ordinaire en fait. Mais qui a malgré tout légué sa collection. Donc ça, c'est peut-être un point fédérateur avec Diancourt et Salis. Et donc, lui, il a un profil socio-professionnel un petit peu différent. Il est plutôt issu de la bourgeoisie commerçante, alors dans la minoterie, donc dans le matériel des meuniers, dans le négoce de charbon. Et puis, en parallèle, il exerçait une activité de brocanteur, libraire, bouquiniste, marchand de vieux papiers. Hein, c'est ce qui était écrit sur ses cartes de visite. Alors, parfois, apparemment, il restaurait de manière un petit peu abusive les meubles qu'il mettait en vente. Et il le faisait aussi un peu avec ses livres. Ce qui est intéressant avec Piveteau, c'est que il a réuni une collection assez considérable sur l'histoire de l'imprimerie et de la ville de Toulouse. Hein. Comme Salis, c'est quelqu'un qui était profondément attaché à sa ville et qui articulait vraiment son activité de collectionneur avec la production d'un savoir. Hein. L'idée qu'il y avait un patrimoine écrit toulousain sur lequel il y avait un savoir à produire, même si lui non plus en fait n'a pas publié et ne faisait partie d'aucune académie, mais il faisait vraiment pas partie de ce milieu notable. Hein, c'était un commerçant. Et donc voilà, sa collection, elle est très éclectique pour ça. Alors elle est intéressante d'une part parce que elle comporte énormément de brochures et d'éphéméras. Hein, vraisemblablement aussi parce qu'il n'avait pas tellement les moyens d'acheter mieux, même s'il y a quelques très belles pièces dans sa collection, 2 incunables toulousains notamment. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, on parlera peut-être tout à l'heure du baron qui aimait épousseter ses livres, Piveteau, lui, on voit qu'il manquait de moyens pour faire relier ses livres, et donc il pratiquait vraiment une bibliophilie de la débrouille, du bricolage, il faisait avec ce qu'il avait. Donc que les bibliothécaires et les conservateurs présents dans cette pièce se bouchent les oreilles. En fait, il prélevait les relures d'exemplaires incomplets qu'il trouvait dans son métier de bouquiniste, et puis il remettait les livres de sa collection dedans. Donc ça donne des choses extrêmement rigolotes, des petits recueils factices de brochures avec une reliure à la Dusseuil, ou alors il faisait lui-même, avec plus ou moins de bonheur, des espèces de chemises cartonnées avec les vieux papiers qu'il récupérait. Enfin, voilà, on voit vraiment que il négociait en permanence avec le manque de place, le manque de moyens, etc. Il n'avait pas d'ex-libris. Donc, voilà, pour mieux situer le baron de Salis, il faut avoir à l'esprit toute cette constellation de profils qui sont en fait extrêmement divers. Alors, il est temps d'en venir à notre héros qu'on célèbre en ce moment, le baron de Salis. Alors, vous allez voir défiler à l'écran des choses qui ne sont pas montrées dans l'exposition, le fruit de nos recherches des derniers mois.
Alors, les Salis, c'est pas tout à fait n'importe qui. C'est une vieille famille aristocratique helvétique qui vient du canton des Grisons. Et recherches très succinctes faites de ce côté-là ont permis de retrouver la trace très documentée de cette famille. Salis, ça veut dire le saule en latin, et c'est un motif d'ailleurs qu'on retrouve sur leurs armoiries, comme une sorte de petit jeu de mots. Le baron alors, n'est pas né en Suisse, son père était suisse, mais lui pas. Il est né dans le nord de la France, à Flins-les-Mortagnes, le 27 janvier 1803. Vous voyez ici s'afficher son acte de naissance. Ce n'est pas extrêmement lisible, mais ce qui est le plus notable, sans doute, c'est l'accumulation de ses prénoms, qui traînera comme une grande guirlande aristocratique toute sa vie. Louis, Numa, Épaminondas, Justinien, Aristide, Décius, Salis, et puis alors après tous ces noms de famille s'enchaînent. Je vous en fais l'économie, mais c'est vraiment une carte de visite extrêmement fournie. On retrouve sa trace ensuite en 1821 dans les registres d'entrée de l'école polytechnique, où il est reçu donc, cette année-là. Il a donc 18 ans. Et on a confirmation de son lieu de naissance, et puis on voit que son père est domicilié à Aldenstein, dans le pays des Grisons. Sa mère est décédée. Et on a une première description physique. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, on est au XIXe siècle, où le portrait peint ou photographié devient une coutume. Malheureusement, Salis a toujours refusé d'être portraituré. Faute de mieux, on va devoir se contenter de cette description qui nous dit qu'il a les cheveux et les sourcils blonds, le front couvert, une frange peut-être, un nez retroussé, des yeux bleus, une bouche moyenne et un menton à fossettes. Alors, ça ne donne pas une idée très précise de sa physionomie, mais enfin, ça donne une idée. Il fait 1m73, il a une taille tout à fait ordinaire. Après sa scolarité à Polytechnique, il rejoint l'école d'application de l'artillerie à Metz, et c'est la première fois de sa vie certainement qu'il met les pieds dans cette ville, où ensuite il va s'implanter durablement. Malgré tout, il est affecté à Besançon en 1826, mais en 1835 au plus tard, il est de retour à Metz et il épouse, alors elle aussi elle a un bel assortiment de prénoms, Barbe Céline Hubertine Villeroy de Gallo, qui est née à Beaumarais, près de Sarre-Louis, Beaumarais qui se deviendra la propriété, un très joli château du couple, jusqu'à leur décès. En 1845, Salis a renoncé à la carrière des armes et avec son épouse, ils achètent cet hôtel particulier dont vous voyez ici la photo, 14 rue du Rempart Saint-Thiébaut, vous pourrez tout à fait passer devant, qui est un hôtel construit au XVIIIe siècle. Voilà, ici une petite allusion à cette longue traîne de noms de famille et de prénoms qui faisait beaucoup rire, paraît-il, les autres officiers, parce qu'ils n'avaient forcément pas autant que lui. Et donc le voilà installé à Metz, il va y rester jusqu'à sa mort. Et on sait que à la fin des années 1830, il a commencé pour de bon à acheter des livres. En 1848, c'est la fameuse Révolution qui chasse Louis-Philippe. Et l'année d'après, il est élu député de la Moselle, donc à l'Assemblée nationale, où il fait un passage assez bref et finalement sans laisser des traces particulières. En 1849, il est coopté à l'Académie de Metz par deux confrères, donc Clercq et Dufresne, sans doute fortement influencé par son ami Auguste Prost, qui est un érudit, un historien de Metz extrêmement important. Les rapporteurs de cette candidature font valoir que, en 1849, visiblement, Salis est quand même bien connu dans la ville,
sa collection non seulement, mais aussi ses habitudes, son érudition, le fait qu'il fréquente beaucoup les archives, qu'il passe son temps à dépouiller des actes aux archives de la préfecture, qu'il s'intéresse aussi beaucoup à l'archéologie urbaine, et aussi que c'est un ingénieur, c'est un polytechnicien, et que justement à l'Académie nationale de Metz, du fait de la présence de l'armée dans la ville, eh bien, cette académie a un profil scientifique assez intéressant. Donc voilà, il aurait vraiment toute sa place. Je fais un petit saut dans le temps. 1870, c'est le siège de Metz. Salis, qui est quelqu'un d'assez discret, qui d'ailleurs a l'air pas très assidu à l'académie, que les autres viennent régulièrement chercher par la main pour qu'il s'implique un peu plus, et malheureusement, ça a l'air de pas très efficace. Là, en 1870, il reprend une activité publique, ou en tout cas visible. On sait par divers témoignages qu'il est actif pour secourir les soldats blessés, qu'il vient leur apporter un peu de réconfort, des friandises, enfin un peu différentes choses pour leur remonter le moral, notamment à la caserne du Génie où il se rend tous les jours. En 1875 commencent les fouilles de la cathédrale de Metz, fouilles qui prennent place dans un programme de plus grande ampleur de rénovation qui avait commencé bien avant la période germanique, mais qui retrouve là un nouvel élan. Et Salis se passionne pour ce chantier de la cathédrale. Et on le voit des journées entières arpenter le site des fouilles, avec ses petits carnets, avec sa plume, avec son équerre et son fil à plomb pour prendre des mesures de ce qui émerge, des différentes strates qui sont mises au jour, dans l'idée de comprendre un peu les différentes phases de construction de la cathédrale, et notamment un certain nombre d'énigmes architecturales qui étaient à ce moment-là encore insolubles, qui aujourd'hui d'ailleurs posent... on n'a que des hypothèses sur certaines périodes de construction de la cathédrale. Mais c'est vraiment une chose qui le passionne. Et d'ailleurs, ses confrères de l'Académie attendent désespérément qu'il publie un peu des choses là-dessus, mais en vain, il ne publie rien du tout. Vous avez ici à l'écran justement deux pages de ces petits carnets dans lesquels il griffonne, il fait des relevés, il prend des mesures, vous les voyez assez nettement. Petit carnet sauvé de la destruction parce qu'il détruisait ses notes au fur et à mesure qu'il les produisait, à se demander d'ailleurs quel était l'intérêt de les produire. Et à son ami Auguste Prost, il a bien voulu confier 5 carnets qui sont aujourd'hui dans le fonds Prost de la Bibliothèque nationale de France et que vous pouvez voir à l'exposition. Et puis, fin de l'histoire, c'est 1880, fin du premier chapitre en tout cas. C'est le décès du baron de Salis. Il est enterré à Beaumarais, donc près du château de son épouse, où sa tombe est toujours visible. Madame la baronne de Salis lui survit une douzaine d'années. Alors, le couple n'avait pas eu d'enfant et il avait été entendu visiblement de longue date, ça se savait avant la mort de Salis, que sa bibliothèque serait léguée à la ville de Metz. Et de fait, au décès de la baronne, elle meurt le 2 février, et dès le 11 février, le testament est rendu public, il est ouvert, il est rendu public, et il est soumis au conseil municipal, donc il est averti qu'il est légataire de l'entièreté de la collection du baron de Salis. Quelques jours plus tard, le conseil municipal accepte le legs, et c'est à ce moment-là donc que la collection quitte le régime privé, domestique, personnel, pour rentrer dans une nouvelle configuration, vraiment un régime public, au sein d'une bibliothèque qui est un service municipal à disposition du public. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a aucune idée de l'apparence du baron de Salis, puisqu'il a toujours refusé d'être peint ou photographié. Alors, peut-être qu'il l'ignorait lui-même, mais son ami Auguste Prost, quand il parcourait les sites archéologiques de la ville de Metz, s'est amusé à le griffonner, à le croquer. C'est une trouvaille qu'on a faite vraiment au moment du bouclage de l'exposition, et on en est extrêmement content. Vous voyez, Salis écrit à chaque fois au pied ou à la tête du personnage en chapeau haute forme. Donc voilà,
Je ne sais pas si ça confirme la fossette au menton ou le front recouvert, mais enfin, quoi qu'il en soit, on a une idée de ce personnage un peu assez svelte, assez distingué, qui effectivement a son carnet à la main et prend des notes, essaye de reconstituer les différents vestiges qu'il a sous les yeux. Alors, on évoquait tout à l'heure les différents types de bibliophilie et le fait que certains personnages comme Pichon, le duc d'Aumale, on pourrait aussi parler des Rothschild, enfin tous ces personnages-là sont extrêmement connus et ont tendance à laisser dans l'ombre la cohorte sans doute bien plus importante de bibliophiles plus modestes, plus discrets. C'est aussi un problème de source. C'est-à-dire que ces grands bibliophiles, ils sont connus par des correspondances, par des publications qu'ils ont faites ou qu'ils ont financées, par une certaine aura aussi, familiale. Bon. Et tous les autres, on est beaucoup moins bien servis en termes de documentation. Le baron de Salis, à ce titre-là, il se situe un peu dans un entre-deux. Ce n'est pas une grande célébrité, et d'ailleurs lui-même a clairement choisi, je crois qu'on peut le dire, de vivre dans une sorte d'effacement, de discrétion. Ces livres, visiblement, lui suffisaient amplement. Mais on a quand même une documentation qui est précieuse parce qu'on ne l'a pas souvent finalement pour documenter les bibliophiles. On a des archives, alors là aussi sans doute très partielles par rapport à tout ce qu'avait engendré sa collection, mais on a des correspondances, on a des factures, on a des choses comme ça. Et puis surtout, on a deux catalogues qu'il a écrits lui-même donc pour inventorier sa collection. Le premier en 1848 et le second à partir de 1860. Et quand on parcourt l'un après l'autre ces deux catalogues, on voit que la collection, c'est une espèce d'organisme vivant, doté d'une existence propre, presque. Il échappe quasiment à son créateur. J'ai plus toute la foliotation en tête, mais on voit bien que dans le premier catalogue, qu'il termine en octobre 1848, il a noirci peut-être une cinquantaine de pages dans son carnet, bien proprement, comme vous le voyez, c'est quelqu'un de très méticuleux. Et puis, dès le mois suivant, en fait, les nouveaux venus l'obligent à pousser un peu, à rajouter entre les lignes, à modifier une annotation, à recoter. Alors, il recommence un nouveau catalogue dans la suite du carnet. Et puis ça ne convient pas. Alors il recommence à nouveau en répartissant les choses un peu différemment. Et puis finalement, il abandonne ce carnet, il en ouvre un autre en 1860. Et là encore, on voit quelque chose de tentaculaire qui progresse, alors pas à son insu certes, mais malgré tout, on voit qu'il a de la peine à maîtriser sa collection. Il achète progressivement un mobilier plus adapté. Au départ, où il a des caisses, enfin des coffres, des coffres en chêne, une armoire à glace. Enfin, on voit un mobilier très dépareillé dans plusieurs pièces de son hôtel particulier. Et puis en 1860, le prétexte de la rédaction d'un nouveau catalogue, c'est le fait qu'il a fait meubler toute une pièce avec des trumeaux tous identiques, avec des tablettes adaptables, donc quelque chose de très beau certainement, qu'on peut assez bien se représenter parce qu'il décrit étagère par étagère, et puis il y a des fenêtres qui s'intercalent entre les armoires, donc ça doit être vraiment du plus bel effet. Mais très rapidement, on voit que cette pièce ne suffit pas et qu'il faut mettre des livres à la salle à manger, et puis encore dans un cabinet attenant. Et puis, en fait, ça c'est pas forcément un manque de place, mais peut-être un phénomène d'élection et de goût particulier, mais il en a aussi dans sa chambre. En tout cas, il a mis des gravures au mur pour les voir quand il se couche ou quand il se réveille. Donc, on voit quelque chose de très invasif, finalement, dans cette collection. Donc, ces catalogues sont vraiment une espèce de journal, presque au jour le jour, de ce qui se passe chez le baron de Salis, au fur et à mesure que les livres rentrent, s'installent, s'intercalent, du coup occasionnent des renumérotations, et puis les catalogues parfois se contredisent, c'est-à-dire que des datations ou des attributions qu'il avait faites à un moment donné, en y regardant à deux fois, il s'aperçoit que non, finalement, c'était peut-être pas ça. Donc on voit aussi les hypothèses d'expertise, et l'expertise des bibliophiles, qui est un phénomène très important à une époque où l'histoire du livre est finalement l'affaire des bibliophiles. Il n'y a pas encore d'historiens au sens académique du terme, et donc c'est vraiment les collectionneurs qui font l'histoire du livre. Alors, il note les prix. Il note les prix dans ses livres et dans son catalogue, si bien qu'il suffit de faire l'addition, et on s'aperçoit qu'il a dépensé au fil de sa vie un peu plus de 59 000 francs. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup ? C'est difficile à dire.
La seule manière de procéder, c'est de comparer. À peu de choses près, c'est le prix du manuscrit des Très riches heures du duc de Berry, donc un document, chez le duc d'Aumale. Donc vous voyez bien que ça peut paraître pas grand-chose finalement, c'est plus ou moins 60 000 francs. En réalité, les produits des ventes en salle des ventes à Paris, au XIXe siècle, rapportent très rarement ce montant-là. On est toujours très 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 en dessous, autour de 20 000, 30 000 francs par vente. Donc finalement, la collection de Salis, elle se hausse quand même à un niveau assez intéressant. On est vraiment, je pense, dans une situation intermédiaire. Qu'est-ce qu'on va trouver dans sa bibliothèque ? On voit que c'est d'abord un cabinet de travail. Ce n'est pas du tout des livres juste pour le plaisir de les regarder et de les accumuler. Il s'en sert. D'ailleurs, il le dit. Alors, vous voyez ici sur l'image des annotations. Le volume n'est pas conforme à la description donnée, page 414 de l'ouvrage de M. Beaupré. Bon, peu importe ce que ça signifie, mais simplement, il confronte ses livres au canon bibliographique, à toutes les grandes bibliographies qui font autorité à ce moment-là. Et puis, il en étudie le contenu, et parfois, il a des annotations qui disent que ce livre est assez inutile, finalement, le contenu est trouvé d'erreurs. Donc, on voit qu'il les lit et qu'il s'en sert. C'est d'abord un cabinet d'historiens. Vous voyez les proportions qui s'affichent. C'est clairement un cabinet d'historiens. Il s'intéresse à l'histoire Messine, comme vous l'avez compris, et c'est tout à fait flagrant dans la composition de sa bibliothèque. C'est un ancien polytechnicien et il reste féru de sciences, notamment de mathématiques et de géométrie, jusqu'à la fin de sa vie. Et puis après, il y a une espèce de strate partagée par la majorité des bibliophiles avec des grandes collections d'auteurs classiques qui sont d'ailleurs réédités de manière assez luxueuse en série, critique ou pas, mais en tout cas, on a des très belles collections et il en achète, qui viennent donc gonfler cette catégorie des lettres. Les livres de théologie sont pour le coup assez anecdotiques, mais ça m'amène à une petite anecdote. Il est d'origine helvétique, il est protestant de confession, mais il est assez proche du clergé, notamment du clergé messin, et puis à Besançon aussi, les années qu'il y a passées. Et il semblerait que sur son lit de mort, ou presque, il se soit converti au catholicisme. Et dans ses notices nécrologiques, c'est vu comme quelque chose de très important. Alors c'est peut-être lié à l'histoire locale, une sorte de pied de nez à l'Empire luthérien. Enfin, je ne sais pas très bien pourquoi est-ce qu'on met en avant cette prétendue ou avérée, je ne sais pas, conversion au catholicisme un peu in extremis. En réalité, il était très sceptique toute sa vie, il n'avait pas l'air du tout... Mais voilà, il aimait bien discuter avec des prêtres. Il a d'ailleurs offert un certain nombre de livres à des amis prêtres de Metz. Vous voyez aussi la consistance de la collection, 130 manuscrits environ, plus de 3000 volumes imprimés, 102 portefeuilles de gravures, ce qui représente en fait des milliers de gravures, et 24 liasses de parchemin. Alors, je regarde juste si... Voilà, puisque je viens de lâcher le mot parchemin, il me semble qu'on peut évoquer cette catégorie un petit peu étrange qu'on trouve dans sa collection. Le parchemin, bien sûr, c'est le support d'écriture que vous connaissez. En 1845, Salis est prévenu par ses compagnons, toujours les mêmes, Dufresne, etc., qu'à l'école d'artillerie, on vient d'arriver à une sorte de gros vrac de parchemins anciens, qui vont servir à fabriquer des gargousses donc pour stocker la poudre à canon. Son sang ne fait qu'un tour, il s'en va se rendre compte par lui-même de ce qu'il en est, et il s'aperçoit que ce sont des actes médiévaux qui proviennent de Saint-Omer, qui ont été envoyés là donc pour dépanner l'école d'artillerie. Et alors il propose tout simplement de les échanger contre des parchemins vierges, parchemins qui n'ont pas de valeur. Et donc il en négocie 10 kilos, qu'il remplace par 10 kilos de parchemins blancs, enfin non écrits. Et c'est comme ça qu'il se retrouve avec déjà plusieurs centaines d'actes médiévaux. Et ensuite, il va continuer sa quête de parchemin. Et donc, vous voyez ce qui s'affichait tout à l'heure, 24 liasses, ça représente plusieurs centaines. Alors, ça n'est pas forcément très, très spectaculaire. Parfois, ce sont de petites bandes de parchemin, mais avec des actes médiévaux. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Simplement, pour dire que... Alors, comment est-ce qu'on collectionne ? C'est une chose, alors le goût des livres, il faut encore savoir les trouver.
On s'aperçoit que le baron de Salis procède un peu par cercle concentrique. D'abord, à Metz, il y a des fournisseurs. Alors, ce sont des libraires messins qui, à l'époque, comme Lévy, de Billy par exemple, avaient une certaine notoriété. Aujourd'hui, on les a un petit peu oubliés. Et on est vers 1840, 1850. Le marché, à la suite de la Révolution, a été saturé par les confiscations révolutionnaires. Il faudra presque un demi-siècle pour résorber ces stocks qui ont été faits par les libraires d'anciens. Et donc, du coup, ça dévalue la marchandise et on arrive à acheter des choses pas trop chères. Il a aussi des amis qui vont lui offrir des livres, notamment parmi les académiciens. Il y a aussi les grandes ventes publiques de Lorraine. Alors, elles ne sont pas nombreuses par rapport à l'effervescence parisienne, mais il y en a quand même quelques-unes qui ont marqué les esprits. Et en particulier, je n'ai pas mis dans l'ordre, mais ça fait rien. Zut alors. Pardon, je croyais avoir mis un portrait de Noël. Ah ben il est là en fait, oui pardon, j'étais au bon endroit. La vente en 1858 de la collection de François Jean-Baptiste Noël, un notaire nancéen, qui ne se voyait pas lui comme un bibliophile, mais vraiment comme un érudit lorrain. Il y avait un patriotisme très très fort chez Noël. Et sa bibliothèque était bien connue parce qu'il avait d'abord publié un catalogue domestique, donc tout le monde pouvait savoir ce qu'il y avait chez lui. L'idée était justement d'en faire profiter le plus grand nombre. Et puis ensuite, à son décès, sa collection est vendue. Et à cette occasion-là, Salis a pu se procurer des merveilles comme les 5 miniatures du mortifiement de Veine-Plaisance que vous pourrez voir à l'exposition. Il y a des grandes ventes publiques à Paris. Alors on le trouve à la vente Crozet, à la vente Sébante, c'est des noms de grands bibliophiles, à la vente Renoir par exemple. Le cas peut-être le plus connu, vous aurez tout un tas de détails à ce propos dans la salle d'exposition, c'est la vente Robert Duménil qui se tient en 1856. Robert Duménil, grand amateur et grand historien de la gravure, donc toute sa collection est mise en vente. Et à cette occasion, pour faire vite, il s'entend avec 2 autres larrons, Édouard Maume, un nancéen, spécialiste de Callot, et Adolphe Thiers. La quasi-entièreté de la vente, ce sont des gravures de Callot, et Salis s'est entiché de Callot comme beaucoup de ses contemporains. Et l'idée, c'est de rafler la totalité, en fait, de la vente, en s'associant. Et une fois qu'ils auront récupéré, ils se la partageront tous les 3. Alors, ça fonctionne assez bien. Vous voyez le bordereau d'adjudication. Pour 3 990 francs, ils arrivent à empocher la mise. Et vous voyez cette lettre, je ne sais pas si c'est très lisible à l'écran, mais gloire à Dieu et à Callot, ils sont très contents de leur affaire. Les choses se corsent un peu, vous le voyez sur la 3e image, quand il faut partager. Vous avez S, M, T, c'est Thiers, Maume, Salis, et il faut se mettre d'accord pour savoir qui aura quoi. Et là, les tractations sont parfois un petit peu envenimées. Bon, j'en dis pas davantage. Voilà, par exemple, le type de gravures qui sont écoulées lors de cette vente. On voit aussi Salis parcourir toute l'Europe. Alors, il a des libraires à Trèves, à Leipzig, à Coblence, à Bâle, à Liège, à Bruxelles, à Malines, à Gand. Alors, est-ce qu'il a des personnes qui le représentent là-bas ou est-ce qu'il se déplace lui-même? On ne sait pas très bien. On l'imagine assez casanier, mais somme toute, peut-être que c'est un cliché qu'il faudrait remettre en question. En tout cas, il a des fournisseurs dans toute l'Europe. Là, vous voyez une discussion avec le comte d'Erlach, qui est un homme politique suisse, qui lui fait une proposition. Visiblement, ils se sont rencontrés. Ils ont regardé ensemble la collection du comte d'Erlach, et puis il lui dit, il a un repentir, il lui dit « J'ai eu la distraction d'oublier de vous montrer une collection de portraits bien précieuse, reliée en un grand volume in-folio, orné des armes royales de France, contenant 104 portraits, dont 101 gravés par Nanteuil, le graveur préféré de Louis XIV, etc., etc. Elles sont contresignées par un célèbre amateur d'estampes, Mariette, ce qui donne de la valeur au recueil, bien évidemment.
il est prêt à la lui céder pour 150 francs, alors qu'à Paris, attention, elle pourrait lui rapporter beaucoup plus d'argent. Donc il lui fait une espèce de faveur. Alors ça, c'est une espèce de poker menteur traditionnel chez les bibliophiles. Alors il faut croire que Salis s'est laissé séduire parce que vous verrez le recueil à l'exposition, hein, il l'a bien acheté à ce comte helvétique en octobre 1841. Il l'a acheté 200 francs, donc finalement, je ne sais pas ce qui a fait augmenter le prix, mais voilà. En tout cas, il l'a, et effectivement, le volume avait été donné par le roi Louis XIV, dit-il, à l'un des ancêtres du comte d'Erlac, ce qui explique les armes de France sur la reliure. Alors ce petit clin d'œil, c'est un livre qu'on n'a pas présenté finalement, mais d'après les catalogues de Salis, et je terminerai là-dessus, ce serait le dernier livre qu'il a acheté. En tout cas, c'est le dernier numéro de son catalogue. Il entre en 1879, au mois de mai, je crois. Salis meurt l'année suivante. Alors, est-ce que son état de santé s'est détérioré ou est-ce qu'il a oublié de consigner ses nouveaux achats dans l'intervalle? Ce serait bizarre parce qu'il avait l'air quand même très, très maniaque. C'est La Mer des Histoires, dans une édition parisienne de 1488, donc c'est un incunable, orné d'une foule de pages gravées comme celles que vous voyez là, avec des bordures, et puis des motifs, enfin des bordures qui viennent encadrer un motif principal. C'est un livre qui est très célèbre et qui est très prestigieux, et donc qu'il a pu acquérir in extremis à la fin de sa vie et qui se trouve aujourd'hui dans les collections des bibliothèques de Metz. Voilà, j'ai parlé un peu longtemps, donc je vais m'arrêter là et je propose peut-être qu'on poursuive avec un échange si vous avez des questions. Je vous remercie de votre attention. Le baron de Salis était un collectionneur, mais aussi de peinture. Et qu'est-ce que vous pensez de la thèse de Tribout de Morambert, qui disait que dans la collection du baron de Salis, il y avait une Madeleine qui provenait du couvent des Carmes de Metz, et que cette Madeleine aurait été c'était la Madeleine de Georges de la Tour, qu'on ne connaissait pas à ce moment-là, mais enfin c'est la grande version de Henri Tribault de Morambert qui racontait que finalement c'était le premier collectionneur des Latour. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop investigué du côté des œuvres d'art. J'ai lu aussi qu'il avait fait monter des vitraux du XVIe siècle à la chapelle du château de Beaumarais. Bon. Donc oui, il était certainement amateur aussi d'objets d'art, et ça c'est quelque chose d'assez classique, hein, qu'on voit souvent. Par exemple, ceux qui s'intéressent à la littérature médiévale, aux manuscrits médiévaux, ils vont aussi collectionner des pièces d'orfèvrerie médiévale, par exemple, des ivoires, des choses comme ça. Ça forme un tout en fait. Le livre est un objet d'art parmi d'autres. Dans le cas de Salis, c'est vrai qu'on n'a pas trop cherché de ce côté-là, c'était pas notre objectif. Je peux ni infirmer ni confirmer l'hypothèse de Tribout de Morambert. Est-ce qu'il serait un des redécouvreurs de la tour? Ça collerait assez bien au personnage, mais je peux pas. Je serais bien en peine d'en dire davantage. Je ne sais pas si Gaëtan a une idée. Oui, à creuser, voilà. Voilà, malheureusement, on n'est pas plus informé. Comment s'effectuaient les transferts de livres? Il fallait quand même les chercher, comme vous dites, à droite et à gauche, là, et il fallait quand même les transférer physiquement. Pour les collectionneurs eux-mêmes, oui. Alors ça c'est quelque chose de très amusant. En fait, il y a des services postaux qui, à l'époque, fonctionnaient très bien. On le voit, il y a presque des transporteurs spécialisés. Alors pour le 19e siècle, je ne sais pas trop, mais en ce moment je travaille sur les saisies révolutionnaires, mais en Europe.
Et je suis frappée de voir les caisses de livres qui quittent Mayence, qui quittent, je sais pas, Maastricht, enfin, qui viennent de loin pour aller à Paris. Et ça arrive toujours à destination. Et c'est très bien conditionné, il y a très peu de déperdition, les livres ne sont pas abîmés à l'arrivée, et c'est pareil pour les tableaux d'ailleurs. Toutes les prises de guerre là, qui ont lieu pendant la Révolution et l'Empire, c'est vraiment très spectaculaire. Et même dans les correspondances de bénédictins, par exemple, sur lesquelles j'ai pu travailler, ils passent leur temps à s'envoyer des livres, c'est bien empaqueté, il y a le coche là il suffit de le déposer au bon endroit au bon moment, et puis il y a un départ ensuite, et puis ça finit par arriver, et on s'envoie une petite lettre de remerciement, bien reçue et tout. Ça fonctionne vraiment très très bien. On aimerait que ça fonctionne aussi bien aujourd'hui. Mais... Bonsoir, vous avez souligné dans la première communication par rapport à Charles Nodier qu'il s'intéressait beaucoup au patois local, ce qui pourrait faire peut-être de lui le premier ethnographe de l'époque, puisqu'après ça, bon, on a eu des moyens techniques qui ont permis d'enregistrer justement oralement certaines communications et pour faire perdurer des patois qui se sont perdus. Alors, ce qui est certain, c'est que Nodier n'était pas le seul, malgré tout, dans le sens où, d'une part, il s'inscrit, bon, il était aussi auteur, évidemment, écrivain, etc. Donc, il s'inscrit quand même dans un mouvement très romantique, de ce point de vue-là, de valorisation de langues perçues comme en déshérence et perçues comme authentiques. En fait, c'est ça, lui, qui le fascine, c'est l'idée d'une enfance des langues. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'intéresse aux premiers imprimés, c'est-à-dire que c'est l'enfance, en fait, c'est les origines du génie national et de la poésie nationale. Là où c'est peut-être... il se singularise un petit peu, c'est que effectivement, dès les années 1800, voilà, la première vente de sa bibliothèque, c'est en 1827, donc c'est très tôt en fait, effectivement, cet effort non seulement de collection, mais de théorisation, c'est-à-dire qu'il écrit des traités où il consacre une section entière à cette catégorie des livres, des Noëls, des chansons en patois. Voilà, le baron Pichon, après, lui, en collectionnera, enfin, ça deviendra après, effectivement, une catégorie assez usuelle dans les grandes collections. Et puis, Nodier est aussi un journaliste, et donc, il prend position dans la presse, en tant qu'homme public, pour la défense du droit en fait de parler les langues régionales. Et ça, c'est vrai que ça montre que c'est une question qui lui tenait particulièrement à cœur, parce qu'il y voyait en fait, il y voyait une forme d'éradication meurtrière, vraiment criminelle. Il a des mots très 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 durs. Donc, mais c'est peut-être pas tellement... Je ne suis pas sûre qu'il ait un regard d'ethnographe à proprement parler. C'est vraiment un regard de linguiste, parce qu'il était linguiste aussi, et de poète, vraiment. Je crois que c'est ça qui l'animait profondément. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il mérite d'avoir une statue à Metz, vu ce qu'il a apporté à la ville? Le buste. Alors, c'est une vieille histoire. Quand le conseil municipal accepte le legs, dans l'enthousiasme du moment, il est question d'un buste. Et puis, bon, l'affaire est retardée plusieurs reprises, et juste avant la Première Guerre mondiale, certaines personnes dans la ville s'étonnent que ce buste n'ait pas été réalisé. Et viennent relancer le maire, qui est bien embêté, qui se gratte la tête et qui se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre. Et finalement, il fait une réponse embarrassée en disant mais il ne voulait pas être portraituré, donc ça trahirait son intention. Et puis de toute façon, on n'a pas de modèle, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Comment voulez-vous qu'on fasse un buste?
Donc on va respecter sa discrétion proverbiale, etc. On ne va pas faire le buste. En 1906, je crois que c'est en 1906 qu'il y a une rue qui est baptisée à son nom, à la rue de Salis. Et d'ailleurs le maire dit oui bon, on lui a fait une rue, ça va quoi, bon c'est peut-être assez comme ça, hein, puis c'est déjà bien. Mais l'affaire en reste là. J'ai lu aussi qu'il y avait une plaque apposée à la bibliothèque. Je ne sais pas si elle a été transférée après des Carmes jusqu'à la nouvelle bibliothèque. Je ne pense pas, on s'en serait aperçu. Il y a eu une plaque, en tout cas, qui avait été vissée quelque part dans les espaces publics de la bibliothèque. Mais la reconnaissance, c'est une sorte de bienfaiteur hein, de la ville, c'est arrêté là. Je pense que, sans en faire trop, une exposition comme celle-ci revient un peu au même aussi d'une certaine manière. Hein. C'est une forme d'hommage mis en perspective, un peu problématisé, sans non plus tomber dans le culte ou la dévotion, mais il y a bien cette idée quand même d'un bienfaiteur de la ville qu'on a un petit peu oublié. Voilà. Et vous verrez dans l'exposition un hommage, justement. Effectivement, on s'est posé la question alors pas d'une statue, mais un hommage d'Éric Desmazières, le graveur, qui vient remplacer un peu cette statue inexistante et qui a l'avantage de pouvoir se conserver dans une bibliothèque, dans des meubles faits exprès avec les gravures du baron de Salis, les gravures de Callot, etc. Voilà. Alors, je voulais juste signaler, avant de finir, que pour le moment, ce n'est pas encore une gravure, c'est encore un dessin préparatoire. Et l'artiste a souhaité que la gravure arrive un peu plus tard dans l'exposition. Donc pour le moment, vous verrez le dessin préparatoire à la gravure, comme vous verrez des dessins originaux de Callot ou de Sébastien Leclerc. Et la gravure arrivera dans quelques semaines. Merci, bonsoir. Oui, puisqu'on est en train de parler de toutes les vertus de Salis, le baron de Salis, il faut savoir qu'on lui doit quelque chose, nous, Messins, c'est la préservation de la chapelle des Templiers. C'est lui qui se lance à la défense de cette chapelle des Templiers, dont la destruction était prévue, ensuite le déplacement au cimetière de l'Est, et finalement elle est maintenue au prix d'une échancrure dans un bâtiment qu'on connaît tous maintenant, qui s'appelle l'Arsenal. Hein. Donc on lui doit cela. Et mes recherches ne m'ont pas permis d'aller plus loin, mais je suis quasiment persuadé qu'il fait partie, avec les académiciens, de ceux qui dressent la liste à la demande de, alors il me semble que c'est Prosper Mérimée, des bâtiments messins qui méritent une inscription au titre des premiers monuments historiques dans les années 1850-60. Voilà. Hein, donc il faut savoir que son nom traîne aussi de ce côté-là. Merci. Une simple question, est-ce qu'il avait un ex-libris ? Alors, non. Et ça, c'est une anomalie que j'avais aussi relevée, mais non, il aurait pu, bien sûr, c'est un usage extrêmement fréquent, un signe aussi distinctif. Lui n'en a pas. Après, la ville de Metz, tout de suite, en a fait faire un qui est apposé dans chaque document, en allemand et en français, pour signaler que le livre vient de la donation Salis. Mais lui n'en avait pas. Et ça, c'est vrai, c'est assez curieux en fait, parce que ça correspondrait bien au profil et aux habitudes de ce type de collectionneur. Je ne sais pas ce qu'il aurait mis comme devise, comme motif. Hein, on peut là aussi demander à Éric Desmazières s'il veut faire... On pourrait lui demander un ex-libris pour Baron de Salis. Non, le meilleur ex-libris de Salis, c'est en fait une note qu'il appose systématiquement à la fin des livres qu'il a dans sa collection, une note au crayon à la mine de plomb, qui est extrêmement reconnaissable grâce à sa petite écriture fine et extrêmement lisible, où il mentionne systématiquement, et vous le verrez là de manière assez détaillée, voilà, la provenance. Donc là, vous avez la vente Noël, mais ça peut être le nom du libraire, le nom de la personne qui lui a offert le livre, la date, systématiquement, et le prix d'acquisition, qui est renseigné de manière extrêmement précise, au centime près, ce qui lui permet de faire ses calculs extrêmement savants. Et d'arriver à 59 000 et quelques francs. La date d'acquisition. D'acquisition, oui. Donc là, ici, on est en mars 1858. Et puis, il y a ces deux lettres V.C. qui nous a beaucoup intrigués avant qu'on décode c'est quasiment dans tous les livres. Ça veut dire vu et complet, quelque chose comme ça, non ? Voilà, volume complet.
Donc là, moins le frontispice, effectivement, il manque le frontispice. Mais il collationne tous ces documents, tous ces livres, pour vérifier qu'il ne manque pas de pages. Bien, merci de votre attention, merci beaucoup. Merci.